Donc bonjour à tous et à toutes, merci d'être venus. Le monde est en feu, disait récemment Antonio Guterres, le patron des Nations Unies. Le monde est en feu, une crise sociale gravissime, une crise climatique qui est en train d'échapper à notre contrôle, les climatologues sont de plus en plus inquiets, une crise démocratique aussi, l'extrême droite va arriver au pouvoir dans plusieurs pays dans les mois ou les années qui viennent, bientôt une crise économique. Il y a de quoi déprimer, on voit autour de nous plein de gens qui sont vraiment inquiets, qui pensent que tout ça peut très mal finir. Aujourd'hui, on est là pour vous présenter le collectif Changer l'Europe et la liste Changer l'Europe. Et notre objectif, c'est de montrer qu'il y a des solutions, montrer que le chaos, on peut tout à fait éviter le chaos, qu'il y a un choix de société à faire. On peut vivre en quelques années une société plus équilibrée, plus joyeuse, plus conviviale, plus durable. Il y a vraiment un choix à faire et les élections européennes sont l'occasion de clarifier ce choix. Donc notre but est de rendre l'espoir, accessoirement rendre l'envie aux gens d'aller voter. On va parler tout à l'heure du taux d'abstention. Donc une des façons de... On peut aussi aller voter pour changer les choses, mais plus globalement montrer qu'on n'est pas condamné à cette précarité générale, à ce chaos climatique, à des sociétés qui implosent. Donc notre but est de dire la gravité. Quand Valérie Hayé, la candidate de Macron, quand Raphaël Glucksmann disent « c'est l'élection la plus importante depuis 40 ans », ils ont raison. Mais ce n'est pas seulement parce qu'il y a une guerre en Ukraine. Bien sûr, la guerre en Ukraine est un sujet très important, mais c'est plus globalement, après 40 ans de politique néolibérale, on risque un effondrement rapide de nos sociétés. C'est l'ancien patron du FMI qui disait « les systèmes tiennent souvent plus longtemps qu'on le pense, mais s'effondrent plus vite qu'on l'imagine ». C'est ce que disait l'ancien... Voilà. Et donc là, ça tient, mais il y a un moment où ça peut péter, que ce soit la question sociale, la question climatique, la question démocratique. Donc notre but est de dire l'urgence et surtout de montrer qu'il y a des solutions. Comme quand Roosevelt arrive au pouvoir en 1933, il fait passer 15 réformes en 3 mois. Le New Deal, c'est dans tous les livres d'histoire. Et en 3 mois, les États-Unis changent et ça change la vie de millions de gens. Donc on va vous présenter les 10 réformes qu'on veut mettre en place très rapidement au niveau européen. Et puis au-delà de ces 10 réformes qu'on pourrait mettre en place très vite, comment on veut rééquilibrer, comment on veut refonder, comment on veut réorienter le projet européen. Donc je ne vais pas être trop long, mais oui, effectivement, ces élections sont cruciales pour notre avenir. Et il faut pousser. C'est pour ça qu'on est très heureux qu'il y ait plein de jeunes ici sur cette liste et dans la salle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient plus à la politique. Et c'est bien de montrer qu'il y a des solutions et c'est bien d'aller les voir et d'aller leur donner envie de s'engager. Sur le diagnostic, la question sociale. Évidemment, on parle beaucoup de l'Ukraine, on parle beaucoup du Front National en ce moment, mais peut-être qu'au lieu de parler du Front National, on pourrait s'attaquer aux causes qui poussent les gens à déprimer, qui poussent les gens à chercher des boucs émissaires, qui poussent les gens à ne plus voter pour des partis démocratiques. On a eu des émeutes dans les quartiers difficiles en juillet dernier et on a redécouvert qu'il y avait plus de 5 millions de chômeurs et de précaires. Waouh, tous les journaux ont dit waouh. En fait, il y a toujours plus de 5 millions de chômeurs et de précaires. Il y a des problèmes de mal logement qui touchent des millions de gens. Des millions de gens ont du mal à vivre au quotidien. Donc il y a eu aussi la colère des agriculteurs qui ont montré un énorme problème de revenus et montré comment, en gros, pendant 40 ans, l'Europe a protégé le revenu des agriculteurs. Ça, c'est une courbe qui montre la différence entre ce qu'on paye, vous et moi, quand on achète des produits agricoles et ce qui va au revenu des paysans. Et on voit que pendant 30 ans, très longtemps, il y a eu un contrat social qui protégeait le revenu des paysans. Et puis, c'était là-dessus qu'était construite l'Europe. On protège le revenu des gens. Et puis, il y a eu la révolution libérale. Il y a 40 ans, des hommes et des femmes ont décidé de casser ces règles du jeu et on voit comment le revenu des agriculteurs s'effondre et qu'on voit qu'il y a des gens qui se mettent des milliards dans les poches. Mais la question des agriculteurs n'est pas une exception. Globalement, c'est l'ensemble des salariés dans tous les pays occidentaux depuis cette révolution néolibérale. Ça fait 40 ans que ce qui va au salaire et aux cotisations de sécu s'effondre. Ce sont des sommes colossales. On a toujours peur de passer pour un vieux gauchiste quand on parle de ces questions. Mais il y a 10 ans, j'ai fait un livre avec Michel Rocard, qui n'était pas spécialement un vieux gauchiste. Et on a fait le calcul en disant si ce qui va aux salariés et aux cotisations de sécu a perdu 10% globalement en Europe, ce sont des sommes colossales. En 30 ans, ce qui va à la part des salaires et des cotisations de sécu s'est effondré. Et ce sont des sommes colossales qui vont sur les marchés financiers, des sommes qui auraient dû aller aux salariés et aux caisses de sécu et qui vont sur les marchés financiers. Donc même du point de vue bêtement économique, ce système fout en l'air la planète, ce système fout en l'air la cohésion sociale, mais même du point de vue économique, il est condamné. J'ai sous les yeux la courbe de la dette aux États-Unis, un système en Europe comme aux États-Unis où on a précarisé des millions de gens. En Allemagne, on nous dit qu'il y a le plein emploi, mais il y a 6 millions de gens qui ont 10 heures par semaine et 538 € par mois. Donc un système où il y a autant d'inégalités, de précarité devrait s'effondrer et on ne maintient ce système que par de plus en plus de dettes. Voilà la dette totale des États-Unis. Le niveau de dette a plus que doublé depuis la crise des subprimes. Voilà. Et le FMI nous dit qu'on peut avoir n'importe quand une nouvelle crise économique
En 2005, j'étais un des rares qui avait parlé d'une crise qui venait, certains se foutaient de ma gueule, mais là, le FMI nous dit régulièrement qu'on peut avoir n'importe quand une nouvelle crise économique qui peut être 10 fois plus grave que celle de 2007. Donc, miser sur le retour de la croissance, miser sur les politiques classiques de compétitivité, c'est juste suicidaire. Il est urgent d'inventer un nouveau modèle de prospérité pour répondre à la crise sociale et aussi pour nous protéger. C'est un tsunami bientôt sur les marchés financiers. La dette est à un niveau jamais vu. Les marchés financiers battent des nouveaux records. Donc on va vouloir une séparation des banques. J'ai parlé de Roosevelt. Une des premières choses que fait Roosevelt quand il arrive au pouvoir, c'est la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires qui casse la spéculation et qui nous protège s'il y a un tsunami sur les marchés financiers pour pas que ça n'impacte pas la vie réelle. Voilà. Deuxième urgence, il y a la crise sociale, il y a la prochaine crise économique qui peut péter n'importe quand et dont personne ne parle. Et puis il y a la crise climatique. Le nombre de catastrophes climatiques a déjà triplé. Jean Jouzel n'est pas là, mais il va dire tout à l'heure par vidéo pourquoi il soutient notre initiative. Le nombre de catastrophe climatique a triplé en 30 ans et le problème est en train d'échapper à notre contrôle. Quand Emmanuel Macron veut faire une pause, je ne sais pas comment on peut imaginer une pause. Les climatologues sont de plus en plus inquiets. Ça, c'est le CO2 dans l'atmosphère depuis 50 ans. Dans les années 60 et 70, le CO2 augmentait à un rythme de plus 0,8 unités chaque année, plus 0,8. Maintenant, ça va 3 fois plus vite, plus 2,4. Même quand le CO2 qui vient de l'économie baisse un peu, les méga feux de forêt font plus que compenser et les climatologues sont de plus en plus inquiets, n'arrivent pas à comprendre les températures, les feux de forêt, la fonte des glaces observées en 2023 ou 2024. Donc il faut arrêter les rustines, il faut arrêter les politiques de petits pas. Si on continue pendant 5 ans avec une politique de droite au niveau européen ou si on continue une gauche molle qui met quelques petites rustines, on peut aller vers tous les problèmes peuvent nous échapper en même temps. Donc voilà pourquoi on fait des propositions très concrètes. J'avais dit que je ne passais pas les plus de 8 minutes, donc je vais laisser la parole à mes amis. 10 réformes qu'on pourrait faire passer en quelques mois. Voilà, je suis député européen sortant, je suis rapporteur général du budget, ça veut dire que le Parlement me fait confiance. C'est moi qui ai négocié au nom de tout le Parlement les 160 milliards du budget de l'Europe il y a 2 ans, donc je sais un peu comment ça marche. Je vois ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Donc on propose 10 réformes de court terme qui peuvent changer la vie quotidienne des gens très vite. Il y a la séparation des banques, tout ça est dans votre dossier de presse évidemment. Il y a la séparation des banques. Il y a une directive pour faire baisser les factures. Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent au quotidien. Quand je vais faire mes courses dans mon quartier, une fois sur deux, la caissière me dit qu'elle est frappée par les gens qui laissent encore des produits en passant à la caisse, qui laissent 1 ou 2 produits parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour se nourrir. Je pense que nos élites, tous nos dirigeants sont tous à 7 000, 8 000, 15 000 par mois. Et je pense que nos élites, avec des guillemets, ne comprennent absolument pas les problèmes de la vie quotidienne en temps normal et surtout en période d'inflation. Donc une directive pour faire baisser les factures, c'est ce qu'a fait Pedro Sanchez en Espagne. Il a bloqué le prix de l'électricité, il a mis la TVA à 0% sur les produits de première nécessité et pour ne pas faire de dette, il a taxé les super profits des banques et des pétroliers. Donc si l'Espagne l'a fait, et l'Espagne a réussi à maîtriser la hausse des prix, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de le faire au niveau européen? Une directive pour stopper les délocalisations, quand on voit que Joe Biden a mis 360 milliards sur la table pour attirer l'industrie chez lui, on est vraiment stupide si on laisse partir notre industrie. Et puis, il faut relocaliser. On a vu pendant le Covid-19 qu'on dépend des molécules chimiques qui sont faites pour nos médicaments en Chine. C'est dramatique de se dire qu'on est aussi dépendant du reste du monde et que si la Chine décide d'envahir Taïwan, on sera incapable d'agir parce qu'on dépendra de la Chine en matière d'accès aux médicaments. Donc, il faut relocaliser et arrêter de croire au libre-échange. Il n'y a plus que nous qui croyons au libre-échange. Joe Biden met 360 milliards de primes sur la table de subventions. Il faut que l'Europe arrête sa naïveté. Une directive aussi pour protéger les 18-25 ans. On a tous été frappés pendant le Covid-19 de voir tous ces jeunes qui étaient à l'assaut populaire. Et on a toujours eu dans ce pays de la précarité, mais là c'est terrifiant, donc peut-être que Nina en parlera mieux que moi. Mais on veut une directive qui généralise l'allocation d'autonomie qui existe au Danemark. Au Danemark, tous les jeunes entre 18 et 25 ans peuvent être cool, peuvent faire leurs études dans des bonnes conditions, peuvent avoir une vie perso agréable sans passer leur temps à demander de l'argent à papa et maman ou courir après 2 ou 3 boulots pour gagner sa vie. Et donc si le Danemark l'a fait, ça n'est pas un pays d'assistés, ça n'est pas un pays qui croule sous les impôts. Au Danemark, tout le monde trouve normal de considérer comme des jeunes adultes et non pas des enfants qui dépendent des parents ou des salariés qui font à côté de leurs études des petits boulots. Tous les jeunes au Danemark ont une allocation d'autonomie. On veut qu'il y ait une directive qui généralise l'allocation d'autonomie. Une directive logement pour tous, c'est en même temps lutter contre le sans-abrisme. En Finlande, il n'y a quasiment plus aucun SDF, plus aucun homme ou une femme qui dort dans la rue. Dès que quelqu'un est dans la rue, on lui trouve un logement. C'est mieux humainement et même du point de vue économique. On sait que ça coûte moins cher à l'État que de laisser des gens dans la rue et après ça, il y aura un accompagnement, il y aura des maladies. Donc ça fait des années, plus de 10 ans qu'on dit que ce qui se passe en Finlande, ça marche très bien. Pourquoi est-ce que ça ne devient pas le modèle européen?
Ça fait depuis 30 ans qu'on parle du modèle social européen. Depuis 1992, Jacques Delors disait qu'il faut voter oui au traité de Maastricht, mais très vite après, il faudra se mettre sur le modèle social européen. Peut-être qu'on peut donner un contenu beaucoup plus concret au modèle social européen. Une directive pour protéger l'ensemble de nos services publics, peut-être qu'on pourra en parler, en commençant par le fret. Ce n'est pas les traités européens qui poussent à la privatisation, ce n'est pas les traités européens, ce sont des directives qui ont été négociées quand la droite était majoritaire et qu'ils ont surinterprétées aujourd'hui parce qu'on a des gens très à droite à la Commission européenne. Je rappelle que la dernière fois, Mme von der Leyen a eu le pouvoir à 9 voix près. Le fait que la présidente de la Commission est une femme de droite et une femme conservatrice, ça s'est joué à 9 voix près. Notre but, c'est qu'on ait une politique différente, ça peut se jouer à quelques voix de députés près. Donc protéger nos services publics, stopper la privatisation, trouver plus de moyens pour le fret, une directive sur la liberté et l'indépendance des médias. Hier, je parlais avec un journaliste de Ouest France, il y a des journaux qui sont très efficaces et qui sont complètement, même si Bolloré arrive et met 3 milliards sur la table, il ne pourra rien faire pour influer la ligne des journalistes. Donc est-ce qu'on se donne les moyens de même qu'après la guerre, le Conseil national de la résistance a mis en place des projets sociaux, la sécurité sociale, a avancé sur le droit de vote des femmes, mais aussi a voulu protéger la liberté des médias. Est-ce qu'on est capable, dans le modèle européen, d'avoir une liberté des médias? Une conférence agricole, une directive, on me dit que je suis trop long, donc je vais m'arrêter, une directive pour lutter contre les violences faites aux femmes. Ça fait 20 ans en Espagne qu'il y a une loi qui a été votée, la loi de 2004, qui a été très efficace pour protéger les femmes de toutes les violences et en particulier des féminicides. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour que l'ensemble des pays européens mettent en place les mêmes moyens humains et financiers pour lutter contre les violences faites aux femmes? Deux derniers points dans les mesures d'urgence, une conférence agricole pour changer la politique agricole, mettre en place une politique qui protège le revenu des paysans. Pendant 31 ans, avec les quotas laitiers, on a protégé le revenu des paysans. Il n'y a aucune fatalité à voir ces suicides, à voir ces jeunes qui ne veulent plus s'installer. Pendant 31 ans, sans subvention, l'Europe a protégé le revenu des paysans. C'est mon ami Michel Rocard qui s'était battu et d'autres gens de gauche qui s'étaient battus en 83-84 pour le mettre en place. Et c'est des gens de droite qui ont foutu ça en l'air, qui ont détruit ces outils en 2015. Et c'est depuis, donc ce n'est pas l'Europe. Il y a des gens de gauche qui étaient battus pour protéger le revenu des paysans. Il y a des gens de droite qui ont détruit ces outils. Et c'est depuis 2015-2017 qu'on voit une flambée des suicides, qu'on voit le revenu des agriculteurs qui s'effondre. Dernier point, pour construire la paix entre Israël et la Palestine, suspendre l'accord d'association qui était signé en 1995 et obliger les deux camps à venir autour d'une conférence internationale de paix. Voilà les 10 mesures d'urgence. Et puis on veut rééquilibrer, réorienter la construction européenne avec 2 grands traités. Un traité de l'Europe sociale. En 2003, avec Jacques Delors, avec Michel Rocard, avec Stéphane Hessel, on avait rédigé un traité de l'Europe sociale en disant pour le moment, la seule boussole de l'Europe, c'est les 5 critères financiers du traité de Maastricht, la dette, l'inflation. La seule boussole, quand un pays risque d'être sanctionné par Bruxelles, c'est à cause de son déficit ou de sa dette. On veut 5 critères sociaux. On avait rédigé le traité et le président de la Commission avait demandé à Giscard de mettre le traité social dans la Constitution, ce que Giscard n'avait pas voulu. Et puis, avec Jean Jouzel, on a rédigé un pacte, et des grands juristes, on a rédigé un pacte finance-climat qui permettrait de mettre 300 milliards chaque année, 300 milliards chaque année, pour l'Europe et pour l'Afrique, pour isoler nos bâtiments, faire des transports en commun, aider les agriculteurs à changer leurs pratiques. Et donc, comment arriver à mettre en place ces 2 traités, compléter le traité de Maastricht avec un traité social et un pacte finance-climat qui changerait tout en matière de création d'emplois et de lutte contre le changement climatique. J'ai vu pendant 5 ans les blocages, on est dans un système qui s'auto-bloque, et donc on reprend, notre collectif, Changer l'Europe, reprend l'idée de Habermas, le grand philosophe allemand, qui il y a quelques années disait « l'Europe va crever ». L'Europe va crever si elle n'a pas un nouveau projet. L'Europe va crever si elle n'a pas des règles plus démocratiques. Habermas disait le seul moyen pour donner un nouveau souffle à l'Europe, un nouveau départ, c'est un référendum pan-européen. Que ces nouveaux traités soient proposés le même jour, à tous les peuples d'Europe. Ce n'est pas les chefs d'État qui vont décider. Il y en a un qui est aux mains des lobbies du pétrole et l'autre qui est financé par BNP. On veut que ce soit les peuples qui puissent trancher. Et Angela Merkel, au début, avait été étonnée en disant depuis la fin du nazisme, on n'a jamais eu de référendum dans notre pays. Mais au bout de 2 mois, Merkel avait dit oui, l'Europe va crever si elle n'a pas un nouveau projet. Oui, l'Europe va crever si elle n'est pas plus démocratique. Et oui, si c'est le même jour dans tous les pays d'Europe, ça n'est pas un plébiscite pour ou contre Macron, pour ou contre Sanchez, c'est un appel aux citoyens. Et donc nous demandons que ces 2 traités, le traité social, emploi, pouvoir d'achat et le pacte finance-climat soient soumis à un référendum pan-européen. Et les pays qui voteront oui seront dans l'Europe qui avance plus vite. Et les pays qui ne voudront pas venir tout de suite pourront nous rejoindre quelques temps plus tard. Et donc ça, on pense que ça peut être un électrochoc de proposer ça. Et on dira après ça comment, ça c'est l'électrochoc qu'on veut organiser au niveau européen. Et après ça, on voudrait aussi organiser un électrochoc dans la gauche et chez les écolos français. Mais je vais laisser mes collègues en parler.
Désolé les amis si j'étais un peu trop long. Nina, je te laisse la parole. Merci Pierre. Donc, bonjour, Nina Morel, présidente du parti Allons Enfants. Allons Enfants est une organisation qui a été créée en 2014 dans le but à la fois d'augmenter la représentativité des jeunes générations dans l'offre politique. C'est pourquoi on présente seulement des candidats et des candidates qui ont moins de 30 ans. Et on a aussi donc du coup une expertise sur les politiques de jeunesse. Et c'est en ce sens-là qu'on est présent dans cette initiative. Donc on tient quand même à rappeler que notre identité, elle fait sens, puisque les choix politiques que nous faisons aujourd'hui viennent d'abord impacter nos générations sur le long terme, alors que trop souvent, nos voix ne sont pas portées. Et aujourd'hui, encore une fois, on nous annonce que l'abstention va être particulièrement élevée pour les élections européennes. On rappelle que aux précédentes élections, 70% des 18-34 ans ne sont pas allés voter. Et d'autant plus chez les électeurs de gauche, donc l'enjeu pour nous est double. Et donc du coup, Allons Enfants a choisi de co-construire cette initiative avec Nouvelle Donne. On a choisi de rejoindre, de nourrir cette idée-là, puisque aujourd'hui nous sommes des parties prenantes qui sont sur un pied d'égalité. Trop souvent, la jeunesse est utilisée comme un faire-valoir par les partis et ils viennent seulement chercher la jeunesse au moment des élections pour rajeunir leur liste, alors qu'aujourd'hui nous travaillons ensemble pour co-construire toute cette base programmatique et toute la méthode qui vous sera ensuite présentée. Aujourd'hui, cette initiative, elle permet aux jeunes de prendre leur place pour porter des réformes qui vont vraiment changer notre vie au quotidien, comme cette allocation autonomie pour les 18-25 ans que nous avons portée. Il y a aussi pour nos générations cette volonté de faire de la politique autrement. Donc c'est un terme un petit peu vague, mais l'idée c'est de sortir de cette compétition constante entre les partis de gauche, de valoriser plutôt la coopération et nos complémentarités et nos identités, de donner une place plus grande à la société civile et surtout de faire preuve de plus de transparence et d'éthique dans nos pratiques afin de faire revenir tout le monde autour de la table. Et donc on est persuadé que notre dynamique va permettre de faire émerger une vision positive pour notre avenir, ce dont nous avons grand besoin pour nos générations. Et je laisse donc la place à Mathis qui va nous parler du climat. Enchantée, je m'appelle Mathis. Depuis quelques années, je suis impliquée sur des campagnes climat au niveau européen entre autres. Je travaille principalement sur la responsabilité des entreprises. J'ai milité avec des milliers d'autres jeunes pour un Green Deal ambitieux il y a quelques années. Et depuis, j'organise une pression citoyenne sur nos élus, nos entreprises, pour garantir que d'une part, les ambitions de nos politiques sont à la hauteur des enjeux et d'autre part, que les promesses soient tenues. Concrètement, je travaille pour faire des stratégies de campagne pour faire monter des sujets climatiques, principalement autour des entreprises, de l'industrie fossile, de l'agrobusiness, pour dénoncer des pratiques, des acteurs, des financements, bref, organiser la pression citoyenne et scientifique sur des entreprises et des élus qui ont une petite tendance à être réticents à des politiques ambitieuses pour le climat. Moi, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que dans beaucoup de mes campagnes, il y a un vrai problème de l'équilibre des influences au sein du Parlement européen. Les industriels ont beaucoup de pouvoir, notamment avec le lobbying. Et on se rend compte que le manque d'action pour le climat et la justice sociale, c'est pas un manque de connaissances scientifiques, c'est pas un manque de techniques, c'est pas un manque de financement. Les financements, on sait les trouver quand il y a besoin. C'est un problème de justice, simplement. Des intérêts puissants n'ont pas intérêt à challenger le status quo. Alors même que la très large majorité d'entre nous a intérêt à ce changement. Et en fait, ce combat, il est très dépendant des dynamiques du Parlement. Je me permets de vous partager à quel point les rapports de force entre la droite et la gauche ont fait basculer les centristes, Renew principalement, sur des lois absolument clés sur le climat, et à quel point est-ce qu'en fait ça se joue très souvent à quelques voix. J'aimerais revenir sur la loi Restauration de la nature. Je faisais la stratégie donc, sur cette campagne. C'est une loi qui a fait beaucoup parler d'elle, qui visait à faire 80% de restauration sur l'ensemble des écosystèmes. Et elle est passée à très peu de voix, de justesse, 336 votes pour, 300 votes contre. Et ça, c'est juste un exemple. Il y a aussi la position du Parlement européen lors de la loi climat européenne pour demander les réductions de gaz à effet de serre de 60% d'ici à 2030. C'est passé à 51%. Ça, c'est juste rester dans les accords de Paris. On a voté à 51% juste d'appliquer les accords de Paris. Les accords de Paris, c'est un cadre de survie pour l'humanité. Donc ça se joue à rien, c'est quelques victoires de justesse. C'est juste pour vous montrer l'enjeu de ces élections et l'enjeu d'avoir une force progressiste qui est forte au Parlement. Et donc,
voilà, moi je travaille quotidiennement à organiser la pression à l'extérieur du Parlement, cartographier comme je peux les industries qui bloquent, contre-argumenter avec les arguments scientifiques, avec les arguments économiques, organiser la pression, se faire entendre. Et aujourd'hui, je crois vraiment qu'avec ce collectif, on a la force peut-être de faire la pression de l'intérieur. Et c'est la raison, je pense, pour laquelle on se rejoint tous ici. Moi, je rejoins Pierre, on s'est croisés sur beaucoup de mobilisations récemment. Les autres, on se rencontre, mais c'est un plaisir. Pierre, il était avec moi encore il y a 2 mois contre les forages pétroliers à Arcachon. Et je trouve que c'est la force aussi de se dire qu'en étant eurodéputé, il y a encore une force de vouloir changer, un reste de militantisme, et c'est pour ça qu'on est là. Évidemment, bien sûr que non, ce n'est pas la pause environnementale qu'il faut, ce serait de la folie. Il faut accélérer au contraire, se donner les moyens financiers, la rénovation thermique des bâtiments, évidemment, les énergies renouvelables, l'investissement dans les transports en commun, tout ça, Pierre vous en parlera, tout ça c'est dans le dossier de presse. Mais l'échelle européenne, c'est notre arme. On ne va pas mener ce combat, chacun dans son coin, dans son petit pays, dans son petit parti. À l'échelle européenne, on a réussi le pacte vert. C'est le programme le plus ambitieux pour le climat, soyons-en fiers. Et donc, ce qu'on propose, la prochaine étape, c'est bien un pacte finance-climat avec une grande banque du climat et de la biodiversité. Et donc ça, c'est le projet que je viens soutenir aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup Mathis. Alors je suis Félix David Rivière, je suis le coprésident de Nouvelle Donne et aujourd'hui je vais vous présenter la manière dont on a conçu le projet de cette liste ouverte de rassemblement autour de notre initiative Changer l'Europe. Alors tout de suite, ce n'est pas une liste Nouvelle Donne, ni même Nouvelle Donne et Allons Enfants qui serait derrière la figure de Pierre Larouturou. Au contraire, on a pris acte du fait que depuis des années, l'électorat de gauche est sondé comme aux 3/4 souhaitant le rassemblement des forces de gauche progressistes et écologistes. Et aujourd'hui, on trouve que ce projet-là n'a pas été formulé encore dans le paysage politique. Et nous, on a cherché à faire quelque chose qui puisse être inclusif pour toutes les forces de gauche qui souhaiteraient participer à construire quelque chose sur le long terme dans la perspective évidemment des élections européennes, mais ce n'est pas juste un rassemblement électoral, ça se veut sur le long terme évidemment, mais donc on a aussi en tête les élections de 2027, les législatives et les présidentielles, et on pense que les européennes peuvent être une première étape de quelque chose de pérenne. Donc comment est-ce qu'on s'y prend pour faire ça? La première chose, c'est que tous les organisations politiques qui sont en faveur de ce rassemblement et qui aussi partagent ces valeurs et les projets qu'on a pu décrire précédemment sont invités à nous rejoindre. Donc évidemment, nous rejoindre. Le terme est un peu ambigu, mais c'est vraiment, elles sont invitées à rejoindre l'équipe pour construire le projet. Donc les partis politiques qui se disent en faveur du rassemblement, évidemment, les organisations militantes, les ONG, les personnes des ONG, les associations, les collectifs, les mouvements citoyens, et aussi toutes les citoyennes et les citoyens qui œuvrent pour plus de justice sociale, contre le réchauffement climatique et pour l'écologie, ou pour des pratiques démocratiques au sein des institutions françaises et dans notre quotidien, auront toute leur place dans ce projet. Comment on s'y prend pour respecter la diversité des approches et des sensibilités qu'on a à gauche et dans les forces progressistes et écologistes? Eh bien, c'est pas une mince affaire parce qu'on a toutes et tous nos petites marottes, mais la question c'est comment est-ce que chacune peut arriver et se sentir respecté et contribuer sans être exploité, ni nié, ni exclu dans ce projet. La première chose, c'est que on pense que toutes les discussions doivent être faites dans la transparence la plus totale. Donc, toutes les parties prenantes du projet devront être autour de la table pour décider des choses, pour prendre des décisions engageantes et des perspectives qui engagent tout le collectif. Donc, c'est ce qu'on appelle les discussions multilatérales. Et donc, toutes ces discussions seront partagées avec tout le monde et pas du tout en bilatéral, comme souvent ça fait le jeu dans les politiques autour de la création des constitutions de mouvements politiques. Souvent, on a des discussions bilatérales qui se négocient et qui font des jeux de pouvoir. Nous, on cherche à désamorcer ça avec des discussions où tout le monde prend part à la discussion. Une autre manière de faire, et qui est très importante, c'est qu'il n'y a pas de tête de liste d'emblée. La tête de liste sera décidée avec toutes les parties prenantes du projet.
Pierre n'est pas tête de liste sur cette initiative. Il a choisi de participer à la portée parce qu'il croit au rassemblement, mais il ne cherche pas à le faire derrière lui. Donc c'est vraiment l'idée d'un rassemblement avec et pas du tout d'un rassemblement derrière. Pour garantir ça, il va falloir élaborer une charte. La charte va retracer et lister toutes les choses qui font que ce cadre est garanti pour le respect de chacun et de chacune. Dans cette charte, il y a aussi la question de comment est-ce qu'on se répartit les places sur la liste. Parce que la finalité, à la fin, c'est d'avoir une liste déposée le 6 mai. Et souvent, la répartition des places et de l'ordre des candidats et des candidates sur une liste, c'est ce qui fait l'objet des négociations et qui souvent peuvent être un petit peu vives et notamment qui entretient la culture de compétition qu'on a à gauche et qui, d'après nous, nous dessert pour porter un projet de rassemblement. Cette négociation n'aura pas lieu sur la répartition des places, mais nous, ce qu'on propose, c'est d'avoir ce qu'on appelle une clé de répartition. Donc l'idée de la clé de répartition, c'est de se mettre d'accord d'abord sur les critères de comment se répartir les places au sein de cette liste, de à quoi doit ressembler la liste pour être la plus porteuse possible, et ensuite les parties prenantes de la liste pourront venir, on discute des critères et de la manière dont on se répartit les places, et on fait tourner cette petite méthode entre nous, et les places seront réparties en fonction des partis politiques, des personnes de la société civile, et des mouvements citoyens, etc. On ne débat pas, on ne va pas faire des rapports de force sur les places de la liste. Le dernier point, c'est effectivement un programme, on en a parlé, un programme qui est assez ambitieux, mais surtout ce programme n'est pas figé. On ne va pas chercher à avoir un programme qu'on imposerait à tout le monde. C'est évidemment un programme qui sera évolutif, et donc chaque personne, chaque parti politique, chaque organisation qui souhaite nous rejoindre pourra apporter des mesures phares qu'elle souhaite ajouter au programme. Et je pense que j'ai tout dit. Je répondrai à des questions si jamais il y a des précisions sur certaines questions méthodologiques. Et je vais laisser la parole à Isabelle. Bonjour à tous, merci d'être là parce que c'est très important pour moi. Pardon. Alors moi je suis Morère Isabelle, mais je préfère beaucoup et de loin Isa, c'est beaucoup mieux. Alors je viens de Mulhouse, je suis maman, j'ai eu la chance d'avoir 3 enfants, je suis grand-mère une paire de fois et j'espère que ça va durer, que je vais encore être grand-mère. Alors je voulais vous dire que je m'étais engagée en 2014 pour la société civile et je suis très fière aujourd'hui de me retrouver avec la société civile. Et surtout qu'on est à un moment donné où la vie a besoin de soleil, a besoin de repartir, car nous avons connu un Covid qui n'était pas du tout prévu dans notre calendrier. Je suis militante associative depuis des années au MNCP, qui est donc le Mouvement national des chômeurs et précaires. Ça ne me rajeunit pas, les amis, parce que je me rends compte que ça fait depuis 88 que je suis sur le terrain. Vous ne le direz pas, hein, parce que ça fait long. Pourquoi moi je me suis engagée? Parce que j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir plein de vies. Et quand on a plein de vies, il vous arrive plein de choses. Et quand il vous arrive plein de choses, vous avez beaucoup plus d'empathie pour tout le monde. Aujourd'hui, je suis au RSA. Je repars avec mon sac de VDI. Mais pourquoi je vais vous en parler de ce RSA? C'est parce que dans la loi travail, il n'y a pas eu que du bon. Les 15 heures pour les précaires, les gens n'ont vu que les 15 heures. N'ont pas lu les petites lignes en dessous. Et je vous invite, à travers aujourd'hui notre débat, d'aller lire les petites lignes en dessous. Alors, vous dire que le RSA, c'est 534,82 €. Et quand on a ça par mois, on prend toutes les décisions par défaut. Parce que rien n'est pas ce que vous voulez, mais tout est par défaut. Alors, pourquoi j'ai 534,82 €? Parce que dans le Haut-Rhin, il y a une petite partie qui est retenue parce qu'on reçoit de l'APL. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que pour faire changer le monde, pour faire changer l'Europe, pour aujourd'hui faire cette Europe sociale que nous attendons tous et que nous méritons tous, il faut passer par des choses concrètes. Et c'est pour ça que je suis fière d'être avec vous, parce que notre santé va mal, nos personnes âgées vont très mal, nos retraités ont manifesté, nos jeunes ne rentrent pas dans la vie active, nous avons vendu notre savoir-faire. J'ai pris plein de notes, j'en oublie beaucoup, mais je vous garantis que je suis avec vous et que je suis tout à fait à côté de vous. Alors, quoi vous dire encore? Que les causes m'intéressent toutes, que toute la semaine, je suis à courir. Mais pourquoi je suis là aujourd'hui? Pour vous dire que ça commence, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait un ami qu'on a toujours, mais qui n'est pas là aujourd'hui, c'est Jean Bernard, qui nous disait que les femmes, ça fait que 70 ans qu'elles votaient en 2014. Ça ne fait pas beaucoup plus.
Et si aujourd'hui je suis là, c'est pour vous rappeler que tout ce que je vais vous dire, tout ce qu'on va vous raconter, tous les traités et tout ce qu'on a envie, ça va commencer par un bulletin de vote, par une inscription et par une action de citoyenneté. Et j'aimerais tellement que plein de citoyens nous reviennent et viennent avec nous. Non, c'est pas si dur que ça, la politique. Quand on est maman, qu'on élève 3 enfants seuls et qu'on met 9 mois pour donner la vie, on a une belle expérience de la vie. Enfin, moi, je peux vous garantir que cette expérience-là, elle est chaude. Et pourquoi je voulais vous parler? Parce qu'en 2014, j'ai eu la chance de rencontrer dans cette société civile plein de belles personnes qui m'ont formée, qui m'ont aidée, qui m'ont permis d'avancer et qui me permettent encore aujourd'hui, dans le chaos où nous sommes, de croire en cette Europe sociale, d'avoir espoir de l'équipe de Pierre, parce que je pense qu'une des choses qu'ils n'ont pas tellement dit, c'est qu'ils bossent en équipe. Et quand il y a des problèmes, ça fait du bien de se poser sur une équipe. Parce que chacun de nous a un autre regard, chacun de nous a une autre solution. Ce que j'aimerais surtout vous dire, si je ne suis pas trop longue, c'est aimez-vous, regardez-vous, redites-vous bonjour et ne vous regardez pas comme un individu. Vous tracez, vous passez parce que vous avez des oreillettes et un portable. Vous avez un cœur, vous avez une vie, faisons-la ensemble. Redonnons à l'Europe ses lettres de noblesse parce qu'elle nous a évité plein de petits défauts, cette Europe. Soyons aux côtés de Pierre, de l'équipe, n'ayons pas peur de la jeunesse, mais n'oublions personne parce qu'il y a trop de gens qui n'ont toujours pas encore de logement, qui n'ont pas d'allocation, qui n'ont rien. Les jeunes, ils ont dû faire la queue pour avoir à manger. Et moi, je pense que du haut de mes 61 ans, j'ai le droit de vous dire, maintenant, ça suffit. Il y en a marre de cette société-là. Alors, je ne vous dis pas que c'est une société de consommation, parce qu'on est libre chacun d'aller vers ce qu'on veut. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que la seule chose qu'on doit retenir en sortant d'ici, c'est que nous sommes unis. Nous n'arriverons pas à 27 pays, j'en suis convaincue, comme dit Pierre. Mais quand vous commencez à dire à des enfants, ce qui est mon cas avec mes 3, je te promets que si tu fais des efforts, je ferai des efforts. Je vous garantis que ça fonctionne. Et dans le bonheur, il faut qu'à un moment donné, nous réapprenons à nous regarder, à chanter, à discuter. Si vous sortez là dans la rue, il n'y a personne qui chante. Il n'y a personne qui se regarde. On va tous tracer parce qu'on a juste un objectif, c'est combien on va ramener pour survivre. Et ça, il faut que ça change. Donc, au-delà de notre semaine à 4 jours et 32 heures, il faut qu'on aille au-delà. Mais ça commencera uniquement si nous tous, ensemble, nous allons voter le 9 juin. Ça commencera que par là. J'ai mis trop de temps à faire plein d'actions. Je suis multicarte dans le bénévolat. Je crois que dans le 68, tout le monde me connaît. Ou alors ils me disent, il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu te taises. Mais je vais vous dire, c'est ça. Donc nous avons une mission, jusqu'au 9, dire à tout le monde, il faut déjà que vous... Et surtout pas oublier une chose, on n'en a pas parlé, il faut s'occuper des procurations. Il y a beaucoup de personnes âgées qui ne peuvent pas sortir de chez elles, qui ne peuvent pas marcher, qui ont besoin de nous. Alors je ne dis pas qu'on doit voter pour elles, mais faire le geste citoyen. Et je compte beaucoup sur vous les jeunes, parce que nous on a bientôt droit à la retraite, mais vous, vous êtes l'avenir, et moi je suis peut-être un peu du passé, je m'excuse, j'étais peut-être un peu longue, mais j'avais besoin de vous dire tout ça, parce que c'est une belle équipe, je suis en face d'un bel homme, parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de députés qui osent remettre les choses en cause comme il l'a fait, que ce soit pour le logement, pour la santé, pour nos finances, pour nos découvertes. Il y aurait plein de choses à vous dire, mais soyez heureux, prenez soin de vous et je suis fière et heureuse d'être avec vous. Merci, merci à vous. Merci beaucoup. Marie et puis Jean Jouzel. Vas-y Marie et puis on passe aux questions. Merci Isabelle. Marie-Thérèse Montoni. Donc moi je suis d'abord militante associative dans des associations qui luttent contre la corruption, les crimes économiques. Je suis dans la fonction publique. La question de l'Europe me touche de très près parce que mon père, je suis de cette génération qui ont connu des parents qui ont dû faire la guerre et mon père a été prisonnier de guerre et c'est du fond de sa prison avec d'autres prisonniers. Ils ont rêvé d'une Europe libre et unie et d'un beau projet après-guerre, donc pour protéger cette Europe. Et l'Europe, elle a été mise à mal pour différentes raisons que Pierre a évoquées tout à l'heure. Et on a des solutions. Et il est temps de réanimer tous ensemble cette Europe. Voilà, tous ceux qui sont pour
une Europe qui protège. Nous devons militer ensemble. Malheureusement, l'élection européenne, c'est là où on vote le moins. Donc l'objectif du collectif, c'est aussi d'aller chercher ceux qui n'ont pas envie de voter, parce que l'élection européenne, ça ne leur parle pas. Aussi parce que ceux qui sont un petit peu déboussolés de toutes les listes de gauche écologistes qui vont partir séparément après la NUPES. Donc il va falloir aller chercher tous ces gens mobilisés, toutes ces personnes, sachant que à la dernière élection européenne 2019, 40% des personnes s'étaient décidées dans la dernière semaine pour aller voter ou pas. Donc avec ce collectif, c'est hyper important vraiment d'aller chercher toutes les voix auprès de la jeunesse, bien sûr, et aussi des personnes âgées, comme tu le disais à juste titre, Isabelle, et je te remercie, qui ne peuvent plus se déplacer, et pourtant qui ont connu la guerre et qui ragent depuis leur fauteuil, qu'il ne se passe rien, qu'on ne vienne pas vers eux. Donc voilà, ça fait partie aussi de notre militantisme, c'est ce qui nous unit aussi autour de ce collectif, c'est notre parcours aussi. Moi, mon père, il a souhaité, qui a connu la faim, il a souhaité que ses enfants soient tous fonctionnaires. On a tous intégré des postes de fonctionnaires dans des administrations différentes. Et on voit aussi qu'on est fortement touché. Moi, personnellement, je travaille à l'éducation nationale. J'ai jamais vu une catastrophe comme ces dernières années, où on a des enseignants qui ne sont pas nommés le jour de la rentrée et arrivés au mois de février, alors que les postes sont vacants depuis l'année précédente, toujours personne. Donc là, on voit bien qu'il y a un système de casse et l'Europe qui protège, doit mettre les moyens pour justement cette fonction publique. Les Jeux Olympiques vont arriver, les policiers, ils sont très fatigués, on a diminué les recrutements et on sait qu'ils n'auront pas de vacances et qu'ils vont devoir mettre les bouchées doubles cet été. Donc là, on a vraiment un effort à faire sur la fonction publique, enfin voilà, les hôpitaux, la justice, la police, la santé. Vraiment, il faut vraiment mettre le paquet et là, il faut vraiment que tout le monde aille voter. Voilà, je suis désolée si j'étais un peu trop longue. C'était très clair. Est-ce qu'on peut mettre Jean Jouzel? Voilà, en 2017, nous lancions avec Pierre Laroutourou ce pacte finance-climat et depuis, effectivement, nous avons fait beaucoup de choses ensemble et j'ai vraiment apprécié son action pendant toute cette mandature au Parlement européen en faveur de la défense du climat. Si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique, celui-ci deviendrait une menace pour notre humanité et la nature qui nous entoure, mais j'aime aussi dire que les jeunes sont évidemment concernés par ce réchauffement climatique. Ils le sont par l'inaction, parce que si nous ne faisons rien aujourd'hui, eh bien, c'est dans la seconde partie de ce siècle que les conséquences du réchauffement climatique se feront réellement sentir. Et puis l'action, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on doit agir avec cet objectif ambitieux au niveau européen de diminuer de 55% à horizon 2030 par rapport à 90. C'est ambitieux, mais c'est nécessaire si nous voulons garder les chances de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Si nous voulons laisser des chances aux jeunes d'aujourd'hui de s'adapter au réchauffement climatique dans la seconde partie de ce siècle. C'est bien ça l'objectif et je soutiens vraiment pleinement l'idée d'un référendum sur le pacte finance-climat. C'est la meilleure façon de faire avancer les politiques climatiques au niveau européen. Quand Marie disait est-ce qu'on se donne les moyens d'avoir de l'argent pour l'éducation, pour la santé, pour le voilà, je suis un des responsables du budget au niveau européen et j'aime montrer cette évolution. Ça, c'est l'impôt sur les bénéfices en Europe. Quand j'étais petit, l'impôt sur les bénéfices était à 50%. On trouvait normal, quand il y avait des bénéfices, on laissait la moitié aux actionnaires et puis la moitié pour le bien commun. On est passé de 50% à 19%. Voilà ce que c'est le bilan de 40 ans de libéralisme en Europe. Alors qu'aux États-Unis, un pays qui n'est pas soviétique, le taux d'impôt de Roosevelt à Trump n'était jamais tombé en dessous de 38%. 38%. Voilà. Alors que, donc nous, 19, eux, 38, le double. Donc est-ce qu'on continue comme ça? C'est pas un problème théorique, là, c'est un graphique. Tout le monde s'en fout des graphiques. Mais c'est tous les jours que dans les hôpitaux, l'autre jour à Strasbourg, il y a quelqu'un qui est mort avant de pouvoir arriver à rentrer physiquement dans les urgences de l'hôpital. Ce matin, on a fait un DAIN devant le ministère des Finances, on a rappelé une professeure qui s'est suicidée dans sa salle il y a 3 ou 4 ans. Elle est en burn-out et elle se dit, tout le monde se fout de la gueule de l'éducation nationale. Donc derrière ces chiffres, est-ce que oui ou non, officiellement cette stratégie de dumping fiscal, c'est pour la croissance et pour l'investissement, mais voilà, l'évolution de la croissance en France depuis 50 ans,
parce qu'on est sûr que cette stratégie de dumping a nourri la croissance et l'investissement. Et voilà la même chose en Allemagne. Voilà, l'Allemagne est en récession, et y compris les gens les plus classiques au niveau allemand se disent, est-ce que stratégie dumping salarial, 6 millions d'Allemands qui ont moins de 600 € pour vivre, et puis en même temps ce dumping fiscal qui fait qu'on n'a plus d'argent, ou bien on fait de la dette publique, ou bien on n'a pas d'argent pour l'investissement, c'est absolument dramatique. Donc non, ça ne profite pas, ce dumping fiscal, non, il ne profite pas à la croissance et à l'investissement. La seule croissance qu'on voit, c'est le nombre de milliardaires. Voilà. Donc il y a un moment, il faut dire stop. Et une fois tous les 5 ans, on peut faire le bilan des politiques mises en place au niveau européen. Et une fois tous les 5 ans, on peut dire est-ce qu'on continue comme ça jusqu'à aller dans le mur ou est-ce qu'on est capable de changer. Voilà. Dernier point, en termes de méthode, tu en as parlé déjà à Félix, mais notre but n'est pas de faire une liste de plus. On voit en même temps qu'il y a une énorme attente. Moi, tous les jours, il y a des gens qui me disent j'ai pas envie de voter Mélenchon, j'ai pas envie de voter Glucksmann, il faudrait des projets un peu différents. Donc en même temps, il y a une vraie attente d'un vrai projet. C'est pour ça que dès demain, on se met en campagne pour faire connaître nos solutions. Et en même temps, aujourd'hui même, on écrit à l'ensemble des têtes de liste de la gauche et des écolos pour dire rassemblons-nous les amis. Si on a compris que le système peut s'effondrer, si on a compris qu'on est dans un moment historique, on ne peut pas continuer les jeux d'appareils et avoir 6 listes différentes, 6 ou 7 listes. Ça n'est pas sérieux. On peut comprendre, je crois que beaucoup de gens pensent qu'on n'arrivera pas à faire une seule liste, mais on pourrait avoir 2 listes. Une dont les députés, ou les amis de Jean-Luc Mélenchon, Manon Aubry auraient un rôle d'aiguillon à l'extérieur de la majorité au Parlement. Et puis tous ceux et celles qui portent ces convictions, ces combats communs, je pense il n'y a aucune raison de ne pas se rassembler, et ceux et celles qui veulent peser à l'intérieur de la majorité. Et cette stratégie, une liste aiguillon, une liste dans la majorité, peut très bien fonctionner. On l'a vu pour la directive sur les travailleurs des plateformes il y a quelques semaines. C'est Leila Chaibi et les amis de Manon Aubry qui ont eu un rôle d'impulsion très important au début, à coup sûr. Mais sans le groupe des écolos et des sociaux-démocrates, il ne se serait rien passé au Parlement. Et sans le commissaire européen social-démocrate Nicolas Schmit, c'est lui qui a bataillé contre la France dans la négociation, il ne se serait rien passé. Donc on peut très bien, avoir 6 listes, ce serait ridicule et c'est déprimant pour les citoyens et citoyennes. Mais donc on va tout faire pour, dans les semaines qui viennent, provoquer le rassemblement. Donc aujourd'hui même, on annonce cette liste et on va faire campagne, mais on écrit à l'ensemble des têtes de liste pour dire voyons-nous, mercredi prochain, on leur propose déjà de se retrouver mercredi prochain dans une semaine, on fixe un rendez-vous pour dire voyons comment on peut se rassembler. Aux Pays-Bas, les écologistes et les socialistes se sont rassemblés. Les écolos et les socialistes ont été capables de travailler sur un programme, un projet commun, de faire campagne, et ils ont créé la surprise. Ils sont arrivés numéro 2, juste derrière l'extrême droite. Le fait qu'il y ait un rassemblement des socialistes et des écolos aux Pays-Bas a créé la surprise. Ils sont arrivés numéro 2 derrière l'extrême droite, devant la droite et devant les libéraux. Et je pense que nous, si on est capable de se rassembler, on peut créer la surprise en France et que ce rassemblement sera devant la liste de Macron et ça donnerait une grosse bouffée d'oxygène si le 9 juin, les gens se disent « Waouh, l'avenir du pays, ce n'est pas seulement le choix entre l'extrême droite et la droite macroniste, il y a un rassemblement qui porte des solutions concrètes. » Donc voilà, on se met en campagne, mais notre but est vraiment d'ici, il n'y a aucune liste qui sera déposée avant le 6 mai, aucune liste n'est déposée avant le 6 mai, donc le but c'est d'ici le 6 mai d'arriver à provoquer un rassemblement. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que tout était tellement limpide? S'il n'y a pas de rassemblement, vous ne déposerez pas de liste. Ah si, on peut aller jusqu'au bout. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on pense que ça peut les secouer, parce qu'on sait, ils savent que Nouvelle Donne, il y a 10 ans, on est allé tout seul aux élections. On est allé tout seul, on n'était dans aucun sondage, aucun journal n'a parlé de nous, on a passé la barre des 3%. Il y a 10 ans, alors qu'on était beaucoup moins connus, et là on a un rassemblement plus large, et puis on a une visibilité. Mon dernier tweet, il a fait, sur la semaine des 4 jours, a fait 4 800 000 vues, et encore demain je fais une émission télé, voilà. Non mais il y a 10 ans, personne ne nous prenait au sérieux, mais parce qu'on était implanté dans la vie associative locale, on avait passé un peu la barre des 3%. Donc, si les autres forces politiques continuent à jouer chacun pour soi, le concours, chacun veut se mesurer, faire 1% de plus que le voisin, c'est un combat destructeur, c'est une logique désespérante, mais si personne ne veut le rassemblement, on peut aller jusqu'au bout. Mais très clairement, moi je préfère être numéro 15 sur une liste de rassemblement plutôt qu'être numéro 1 d'une liste qui contribue à cette dispersion. Mais on a des solutions. A priori, j'espère que la raison va l'emporter, que voilà, quand on est au Parlement, on s'entend très bien avec Marie Toussaint, avec Raphaël Glucksmann, on vote à 80% la même chose. Donc je ne comprends pas, du point de vue rationnel, il n'y a aucune raison de faire ces 6 listes différentes. Aucune.
Même ceux qui veulent se compter savent très bien que les européennes, ça ne compte rien du tout. Les écolos peuvent être en tête aux européennes et faire 2% à la présidentielle. Il n'y a vraiment, je me mets même à leur place, il n'y a aucune raison d'être dans ce petit combat d'appareil ou d'ego. Ou alors juste pour un plaisir très très personnel, se dire qu'on est 2% de plus que le voisin, c'est désespérant et c'est comme ça que la droite et l'extrême droite prolifèrent. Surtout qu'on a tous les indicateurs qui montrent que faire un rassemblement aura nécessairement un effet amplificateur sur l'électorat à gauche. Donc on a tout intérêt à le faire et on en sortira tous et toutes gagnants d'y aller ensemble. Quand Nina parlait du taux d'abstention, on dit que 70% des jeunes peuvent s'abstenir. Encore une fois, c'est souvent dans les 10 derniers jours que les gens décident est-ce que oui ou non ils vont aller voter. Est-ce qu'on a un projet qui a de la gueule? Est-ce qu'on a un projet qui est punchy? Les gens se disent waouh, si je vote pour cette liste, mais l'allocation d'autonomie, dans les 6 mois qui viennent, mon fils ou ma fille qui est étudiant aura de quoi vivre. Je suis étudiant et au lieu de galérer. Donc est-ce qu'on est capable d'avoir un truc qui parle concrètement? Aujourd'hui, les deux causes de l'abstention, ça me paraît très théorique. Les projets sont très théoriques, je ne vois pas ce que ça change dans ma vie, je ne vois pas ce que l'Europe ou cette liste peut m'apporter. Et puis, ils sont désunis, donc de toute façon, il n'y a aucune chance qu'ils fassent bouger le système. Donc nous, notre but est d'avoir des projets plus concrets, qui parlent à tout le monde, qu'un agriculteur se dise « Waouh, on va mettre en place une politique qui protège le revenu, comme il y a eu les quotas laitiers ». J'ai passé 3 heures l'autre jour avec des agriculteurs en colère, ils se souviennent que pendant 31 ans, l'Europe a protégé leurs revenus. Donc est-ce qu'on a, pour les plus jeunes, pour les retraités, pour ceux qui crèvent dans les services publics, est-ce qu'on est capable d'avoir des choses qui sont crédibles? Tout ce qu'on propose est chiffré, et est-ce qu'on est capable, au lieu d'avoir 6 listes, d'avoir 2 ou 3? Et là, du coup, je pense que dans les dernières semaines, on pourrait faire une campagne du feu de Dieu. Et donc, si j'ai bien compris de votre intervention avant, votre ambition est plutôt d'être dans le groupe qui potentiellement participera à la majorité que dans celui, disons, aiguillon, comme tout à fait, à coup sûr. Moi, je suis dans le groupe social-démocrate. C'est les écolos qui m'ont demandé d'être candidat il y a 5 ans et finalement, pour différentes raisons, j'ai été un groupe social-démocrate. C'est comme ça que je me retrouve rapporteur général du budget. C'est un job passionnant. Vous négociez les 160 milliards et quand vous voulez aller voir Christine Lagarde pour faire passer vos idées sur la Banque du Climat, vous avez accès à Christine Lagarde. Donc moi, même si je ne suis pas toujours d'accord avec mon groupe, je peux voter contre tel ou tel accord de libre-échange, je peux voter tel ou tel. Voilà, je ne suis pas d'accord. Et on a une liberté. Voilà, donc moi, je ne me vois pas être systématiquement dans une logique d'opposition. Par contre, je sais que Manon Aubry ou Leila Chaibi, qui sont des amis, on se claque la bise à chaque fois qu'on se voit et on s'aide mutuellement. Et souvent même, elles signent mes amendements et je signe leurs amendements. Donc, mais elles ne se voient pas du tout dans le parti, dans un groupe majoritaire. Et c'est très utile d'avoir un aiguillon. On a tous besoin parfois de gens qui nous réveillent en disant tu crois que tu es génial, mais non, tu pourrais aller plus loin. Donc je crois que sans aucune agressivité, on peut se dire on a 2 listes et chacun choisit est-ce qu'il est dans l'aiguillon ou est-ce qu'il est dans une stratégie en tenaille, en se disant qu'on a les mêmes objectifs et qu'on ne s'engueule pas. C'est 2 façons de faire de la politique qui sont parfaitement complémentaires. Et ça, je pense que, voilà, on va tout faire, je vous dis, dès demain, on envoie un mail aujourd'hui à tout le monde et on va faire chauffer les téléphones pour dire les amis, si on veut être sérieux, si on est adulte, si on dit que c'est l'élection la plus importante depuis 40 ans, on ne peut pas être dans des petits concours d'appareils. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vas-y. Est-ce qu'un mois c'est suffisant pour faire cette grande coalition? Alors Schuman et Adenauer, ils ont pris 15 jours pour faire le charbon de l'acier. Alors c'était des génies, mais on ne peut pas se comparer. Mais la NUP, pour sauver leur poste de député et leur financement, en 3 semaines, ils sont arrivés à un accord. Et là, on sait très bien quels sont nos projets. Honnêtement, dans ce que je propose, parlons franchement, je ne vois rien qui devrait gêner Raphaël Glucksmann. Pour le moment, je trouve que les projets de Raphaël Glucksmann ou de Marie Toussaint ne sont pas... Voilà, mais ils ont des très bonnes propositions. Donc, est-ce qu'on est capable de se retrouver et de prendre ce qu'il y a de meilleur chez Raphaël Glucksmann et ses amis, ce qu'il y a de meilleur chez Marie Toussaint, ce qu'il y a de meilleur chez nous. Et je suis persuadé, on se connaît tous, on passe notre temps à se voir, à bosser ensemble. À chaque fois encore là, tout à l'heure, il y a je ne vous en ai pas besoin, mais quelqu'un qui me dit est-ce que tu peux signer mon amendement? Voilà, donc on sait très bien que ce sont nos points de convergence. Et après ça, on est hostile au clonage humain, donc on n'est pas d'accord à 100%. Et de même que dans cette salle, il n'y a aucun groupe humain où on est d'accord à 100%. Et l'intérêt d'un Parlement, c'est qu'on a une liberté. Je pense qu'avec Marie Toussaint et Raphaël Glucksmann, on a voté 98% souvent comme ça. Et le fait d'avoir 2 ou 3% de désaccord ne doit pas nous empêcher de faire une liste commune. Et en un mois, honnêtement, c'est facile. Si on fait un groupe de travail sur le projet, un groupe de travail, comme tu le disais, sur la clé de répartition et comment on fait campagne, il n'y a aucun problème. Il faut être en même temps un peu modeste. Aucun de nous n'a toutes les solutions et très très ambitieux. Si on n'arrive pas à changer le système, on va se détester.
On va dans le mur et on se dira putain, on le savait qu'on allait dans le mur et nous-mêmes on va se détester et nos enfants vont nous détester. Donc en fait le choix est assez évident. Est-ce qu'on va faire le chaos ou est-ce qu'on est capable d'accoucher d'un modèle beaucoup plus équilibré, plus joyeux, plus convivial, plus durable? Si on met les choses sur la table, le choix devrait être évident. Et pareil pour les questions de stratégie politique. Et l'idée du référendum, pardon, il n'y a que nous qui la mettons en avant. L'idée de la semaine de 4 jours, il n'y a que nous qui les mettons en avant. Les 300 milliards pour le climat, il n'y a que nous qui les mettons en avant. Mais je pense qu'il ne devrait pas y avoir de blocage. Ça m'étonnerait que Glucksmann ou Marie Toussaint disent non, on ne veut pas d'un référendum, on veut laisser les peuples à l'écart. Ça m'étonnerait qu'ils disent non, on ne veut pas d'argent. Voilà. Donc je crois vraiment qu'on devrait arriver à avoir un super projet en quelques semaines.